Je m'appelle Pénélope Dubois, j'ai 34 ans, et je travaillais comme analyste financière à Lyon. J'avais une sœur cadette prénommée Chloé. Elle avait 31 ans, mariée à un certain Marc, et ils avaient 2 enfants ensemble. Nos parents l'avaient toujours traitée comme si elle ne pouvait rien faire de mal. Quelques années auparavant, j'avais fait quelque chose dont j'étais vraiment fière. J'avais économisé mon argent, chaque centime que je pouvais épargner de mon salaire, et je m'étais acheté une maison de campagne en Provence, près d'un lac. Elle n'était ni immense ni luxueuse, mais elle était à moi. Je l'avais décorée exactement comme je le voulais. Des murs beiges apaisants, un magnifique canapé dans le salon qui m'avait coûté 3 mois de salaire, un atelier au 2e étage où je pouvais peindre et simplement respirer. Cette maison était devenue mon refuge personnel, l'endroit où j'allais quand le travail devenait trop stressant ou quand j'avais besoin de me vider la tête. Mes parents vivaient non loin de là, à Aix-en-Provence, et Chloé et sa famille louaient un appartement de l'autre côté de la ville. Je les voyais principalement pendant les vacances. Tout allait bien, du moins je le pensais. Alors ce mardi matin-là, mon téléphone a sonné. C'était Chloé. « Salut Péné », dit-elle, utilisant ce surnom que je n'ai jamais aimé. « J'ai une nouvelle. Nous emménageons dans ta maison du lac demain. » J'ai failli laisser tomber mon café. « Quoi ? » « Oui, le loyer de notre appartement est bien trop cher. Nous ne pouvons plus nous le permettre, alors nous emménageons dans ta maison. » Ça a du sens, n'est-ce pas ? Tu ne l'utilises presque jamais. Mon cerveau essayait de traiter l'information. Chloé, tu ne peux pas simplement emménager dans ma maison. C'est ma maison. Oh, et au fait, continua-t-elle comme si je n'avais même pas parlé. J'ai déjà fait faire quelques travaux. Le papier peint de la salle à manger était tellement ennuyeux, alors je l'ai fait remplacer par ce truc métallique argenté vraiment cool. Ça rend super bien. Et ton canapé dans le salon, je l'ai fait retapisser. Beaucoup mieux maintenant. Oh, et j'ai besoin que tu me transfères 4 200 € pour les entrepreneurs. Ils ont fait un excellent travail. Je me suis assise. J'ai dû m'asseoir. Chloé, de quoi parles-tu ? Qui t'a donné la permission de faire tout ça ? La permission ? Elle rit. Péné, ne sois pas dramatique. J'ai pris la clé de rechange chez papa. Maman et papa pensent que c'est une excellente idée. Nous sommes de la famille, tu devrais nous aider. Puis elle a raccroché. Juste comme ça. Je suis restée là, fixant mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, savais-tu que Chloé essaie d'emménager dans ma maison ? Oh, oui, ma chérie. Dit maman de cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait que j'accepte quelque chose. Elle nous a tout raconté. C'est vraiment la meilleure solution. Leur loyer est si élevé et tu n'utilises presque jamais cette maison. Elle reste vide la plupart du temps. C'est ma maison, maman. Je l'ai achetée avec mon propre argent. Eh bien, oui, mais la famille aide la famille. Tu sais à quel point Chloé a du mal avec 2 enfants, et c'est une si grande maison pour une seule personne qui ne la visite presque jamais. Elle a embauché des entrepreneurs. Elle a changé le papier peint et mon canapé. Elle la rend juste plus accueillante pour les enfants. Tu devrais la voir. C'est charmant. Chloé a tellement bon goût. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas nouveau. C'était la même chose qui s'était produite toute ma vie. Quand Chloé empruntait mes bijoux pour un rendez-vous et les rendait cassés, maman disait que je devrais lui pardonner. Quand Chloé prenait ma voiture pour ce qui était censé être un week-end et la gardait pendant 3 mois, la rendant avec une énorme bosse sur le côté, papa disait que c'était juste un accident et que je ne devrais pas en faire tout un plat. Amour. Quand Chloé portait ma robe préférée à une fête et la tachait de vin partout, il lui achetait une nouvelle tenue et me disait que la robe était de toute façon vieille. Maman, c'est différent. C'est ma maison. Pénélope, ne sois pas égoïste. Chloé en a besoin. J'ai raccroché avant de dire quelque chose que je regretterais. Tout mon corps était brûlant de colère. J'ai rappelé Chloé. Cette fois, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone. J'avais le sentiment que j'aurais besoin de preuves de cette conversation. Tu as parlé à maman, demanda Chloé quand elle décrocha.
Oui, et ma réponse est non. Tu ne peux pas emménager dans ma maison. Trop tard. Tout est emballé. Le papier peint est déjà posé. Le canapé est refait. Nous emménageons demain et tu me dois 4200 €. Je ne te dois rien. Sors de ma maison. Ça se fera que tu le veuilles ou non. Envoie-moi l'argent. Puis elle a raccroché à nouveau. J'ai attrapé mes clés de voiture. Je devais voir ça par moi-même. Le trajet d'Aix-en-Provence au lac de Provence prenait environ 1 heure, mais je l'ai à peine remarqué. Mon esprit s'emballait tout le long du chemin. Comment osait-elle ? Comment mes parents pouvaient-ils soutenir cela ? Je suis arrivé le soir. Le soleil commençait à se coucher sur le lac. La première chose que j'ai remarquée, ce sont de nouveaux stores aux fenêtres. Des stores que je n'avais pas achetés. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte d'entrée. Personne n'était à l'intérieur. Il devait être retourné en ville pour quelque chose. Je suis entré et j'ai eu la nausée. Mes beaux murs beige de la salle à manger avaient disparu. À leur place se trouvait ce horrible papier peint métallique argenté qui ressemblait à une boîte de nuit. Dans la cuisine, quelqu'un avait installé un porte-bouteilles bon marché, et je pouvais voir des trous de perceuse grossiers dans le mur où il l'avait monté. Le salon était pire. Mon magnifique canapé, celui pour lequel j'avais économisé et que j'aimais, avait été retapissé avec un tissu horrible au motif criard. On aurait dit quelque chose d'un motel bon marché. Je suis monté à mon atelier. Les murs blancs apaisants que j'avais soigneusement peints étaient maintenant jaune vif, pas un jaune doux, un jaune poulet éclatant et agressif. J'ai senti des larmes monter, mais je les ai refoulées. Puis j'ai remarqué quelque chose dans le coin de la pièce, une petite caméra de surveillance. J'avais oublié celle-là. Il y a 4 mois, j'avais installé 6 caméras autour de la maison pour la sécurité. Elles enregistraient automatiquement et sauvegardaient tout sur le cloud. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de sécurité. Mes mains tremblaient en faisant défiler les enregistrements. Il y a 10 jours, la vidéo montrait Chloé marchant vers ma porte d'entrée comme si elle était chez elle. Elle a utilisé une clé pour entrer. Puis des entrepreneurs l'ont suivie à l'intérieur avec des fournitures. J'ai augmenté le volume. Je veux que la salle à manger soit faite en argenté, disait Chloé, quelque chose de moderne. Et ce canapé a besoin d'un tout nouveau rembourrage. Quelque chose avec de la couleur. Une autre vidéo la montrait au téléphone. J'ai reconnu la voix de papa. Papa, tu devrais voir cet endroit. Quand nous emménagerons, il sera à nous. Pénélope va être tellement choquée. Elle riait. Elle riait de me voler ma maison. Marc est apparu en arrière-plan d'une vidéo. Chloé, es-tu sûre de ça ? Pénélope a-t-elle vraiment dit que c'était bon ? Ne t'inquiète pas, dit Chloé en agitant la main. Maman et papa sont de notre côté. Elle s'en remettra. J'ai pris des dizaines de photos de chaque pièce saccagée. J'ai sauvegardé toutes les vidéos de sécurité à 3 endroits différents. J'ai enregistré l'enregistrement de mon appel téléphonique avec Chloé. Puis j'ai fermé la maison à clé et suis rentrée à Aix-en-Provence. Le lendemain matin, j'étais assise dans un fauteuil en cuir en face de Maître Dubois dans son bureau du centre-ville d'Aix-en-Provence. C'était un avocat que quelqu'un au travail m'avait recommandé quand j'avais demandé autour de moi. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-il en sortant un bloc-notes. Je lui ai tout montré. Les photos de ma maison ruinée, les vidéos de surveillance de Chloé laissant entrer des entrepreneurs et leur donnant des instructions, l'enregistrement de sa demande de 4200 €. Il a regardé la vidéo où Chloé était au téléphone avec mon père. Quand elle a dit, quand nous emménagerons, la maison sera à nous. Il a levé les sourcils. Mademoiselle Dubois, c'est grave. Ce que votre sœur a fait constitue plusieurs crimes. Effraction, d'abord. Elle est entrée dans votre propriété sans permission. Vandalisme, car elle a endommagé votre propriété. Et cette demande d'argent pourrait être considérée comme une tentative d'extorsion. Quelles sont mes options ? Vous avez 2 voies principales. La première option est un procès civil. Nous poursuivons pour le coût de la restauration de la maison à son état d'origine,
plus une compensation pour votre détresse émotionnelle et tout autre dommage. La deuxième option, nous faisons le procès civil et déposons également des accusations criminelles. Cela signifie impliquer la police. Je n'ai même pas hésité. La deuxième, je veux des accusations criminelles. Maître Dubois a hoché la tête lentement. C'est l'option la plus sévère. Votre sœur pourrait se retrouver avec un casier judiciaire. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Elle s'en est tirée toute ma vie. Pas cette fois. Très bien, alors. Je préparerai une réclamation officielle pour dommages et la transmettrai à votre sœur par courrier recommandé. C'est la première étape. Ensuite, nous déposerons une déclaration auprès de la police. J'ai signé quelques papiers et lui ai fait un chèque pour les honoraires. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années en ce qui concernait ma famille. J'ai senti que j'avais un certain contrôle. 4 jours se sont écoulés. Je suis allée au travail, je suis rentrée à la maison et j'ai attendu. Je n'ai appelé personne de ma famille. Je n'ai répondu à rien. Puis mon téléphone a commencé à sonner de partout. Chloé a appelé 6 fois en 1 heure. Elle a envoyé texto après texto. Appelle-moi. Nous devons parler. C'est ridicule. Tu es folle. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle avait reçu la lettre de Maître Dubois. Je savais qu'elle paniquait maintenant qu'elle réalisait que cela n'allait pas disparaître. Puis ma mère a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais j'ai décidé que je voulais entendre ça. Pénélope, qu'as-tu fait? La voix de maman était stridente. Chloé a reçu une lettre d'un avocat l'accusant d'effraction et de vandalisme. C'est scandaleux. Ce n'est pas scandaleux, maman. C'est la vérité. C'est ta sœur. Elle avait besoin d'aide. Tu as cette grande maison qui reste vide et elle a 2 enfants à qui penser. J'ai pris une profonde inspiration. A-t-il une raison pour laquelle tu as appelé, maman? Nous avons une réunion de famille demain à la Maison du Lac, nous tous. Nous allons régler ça comme des adultes. Je viendrai, ai-je dit. Mais j'apporterai quelque chose avec moi. Dis à Chloé que c'est sa dernière chance. Si elle prend toutes ses affaires et part avant que j'arrive, j'abandonnerai les accusations criminelles. Si elle ne le fait pas, elle fera face à de réelles conséquences. La prison, maman. Un casier judiciaire. Maman m'a raccroché au nez. J'ai appelé Maître Dubois et je lui ai parlé de la réunion. Il m'a dit d'être prudente et de ne rien accepter sans lui en parler d'abord. Il m'a également dit que la déclaration de police était prête et qu'il l'avait déjà déposée. Le lendemain, je suis allée au lac de Provence. Quand je me suis arrêtée devant la maison, j'ai vu un gros SUV garé dans l'allée, la voiture de mes parents. Je suis allée à la porte et je suis entrée. Ils attendaient tous dans le salon. Maman, papa, Chloé et Marc. Il y avait des cartons empilés dans le coin, leurs affaires. La voilà, dit papa. Sa voix était froide. Assieds-toi. Nous devons parler de cette absurdité de procès. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Chloé doit partir. Nous avons déjà emménagé, dit Chloé. Elle avait les bras croisés et elle avait l'air défiante. La maison est faite comme nous le voulons. Nous restons. Cette maison appartient à toute la famille, dit maman. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Tu ne peux pas simplement virer ta sœur. J'ai sorti un papier plié de mon sac à main. Ceci est l'acte de propriété de la maison. Vous voyez ce nom? Pénélope Dubois. Je suis la seule propriétaire. Pas vous. Pas papa. Pas Chloé. Chloé rit. Ce morceau de papier ne signifie rien. Nous vivons déjà ici. Nous avons tout refait. Vous ne pouvez pas nous faire partir. J'ai de nouveau fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti un autre document. Ceci est une déclaration de police. Elle énumère l'effraction, les dommages matériels et la tentative d'extorsion. Toutes des accusations criminelles. Vous et Marc avez créé un problème juridique pour vous-même, et si vous ne partez pas tout de suite, je vais aller jusqu'au bout. La pièce est devenue silencieuse.
Le visage de Marc est devenu blanc. Chloé, tu m'as dit que Pénélope était d'accord avec ça. Tu as dit que c'était bon. Elle ment. Cria Chloé. C'est toi qui as menti. Cria Marc en retour. Je t'ai demandé 3 fois si tu étais sûr et tu as dit que ta sœur était d'accord. Ils ont commencé à se crier dessus. Maman a commencé à pleurer en disant que j'étais une fille terrible qui détruisait la famille. Papa secouait la tête en me disant que je me vengeais de ma sœur pour une offense imaginaire. Puis quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert. 2 policiers se tenaient là en uniforme. Un homme et une femme. Mademoiselle Pénélope Dubois, demanda l'officier masculin. Nous sommes ici pour une plainte pénale que vous avez déposée. Mademoiselle Chloé Dubois est-elle ici? Je suis Chloé Dubois, dit ma sœur derrière moi. Sa voix tremblait. Maintenant, Mademoiselle Dubois, nous avons besoin que vous veniez avec nous au poste de police pour faire une déclaration concernant les accusations d'effraction et de dommages matériels. Le visage de Chloé est devenu rouge, puis blanc. C'est insensé. C'est ma sœur. Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous. Tout le monde sauf Mademoiselle Dubois doit quitter cette propriété immédiatement. Les objets que vous avez apportés doivent rester ici. Ils seront saisis comme preuve. Ils ont escorté tout le monde dehors. Maman pleurait. Papa criait. Marc avait l'air de vouloir disparaître. Chloé me lançait toujours des menaces alors qu'il l'emmenait à la voiture de police. Le lendemain, j'ai appelé Maître Dubois depuis mon appartement à Aix-en-Provence. Puis-je commencer à réparer la maison maintenant? Ai-je demandé. Je veux me débarrasser de cet horrible papier peint et réparer le canapé. Ne touchez encore à rien, dit-il. Les dommages causés par votre sœur sont notre principale preuve. Nous en avons besoin exactement telle quelle pour le procès. Je sais que c'est difficile, mais vous devez attendre. J'étais déçue. Chaque fois que je pensais à cette maison avec son papier peint argenté et ses murs jaunes vifs, je me sentais mal. Mais je comprenais. L'épreuve était l'épreuve. Alors, j'ai attendu. Je suis allée au travail tous les jours. J'ai évité les appels de mes parents. Je ne suis pas allée à la maison du lac de Provence parce que je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Maître Dubois me tenait au courant de tout. Chloé avait engagé un avocat. Mes parents aidaient à le payer. Bien sûr, ils ont toujours aidé Chloé. 3 mois plus tard, le procès a eu lieu. J'ai porté un costume professionnel et j'ai rencontré Maître Dubois au palais de justice. Mes parents étaient déjà là, assis derrière Chloé. Marc n'était pas avec eux. J'ai appris plus tard qu'il avait demandé le divorce la semaine après l'arrivée de la police. Il voulait la garde complète des enfants et il utilisait le comportement criminel de Chloé comme raison. Un homme intelligent. Il avait enfin compris qui il avait épousé. Le procès a commencé. L'avocat de Chloé a essayé de faire passer ça pour un malentendu familial. Il a dit que Chloé pensait avoir la permission parce que ses parents lui avaient donné la clé. Il a dit qu'elle essayait juste de rendre la maison plus agréable. Il a dit que l'argent qu'elle avait demandé était raisonnable parce qu'elle avait payé des entrepreneurs. Puis Chloé a témoigné. Elle pleurait. Elle a dit que je l'avais trahi. Elle a dit que la famille était censée s'entraider. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que sa propre sœur lui faisait ça. Mes parents acquiesçaient, me regardant comme si j'étais la criminelle. Puis ce fut le tour de Maître Dubois. Il a installé un grand écran dans la salle d'audience. J'aimerais montrer des images de surveillance de la propriété de Mademoiselle Dubois. Il a diffusé les vidéos. D'abord, celle montrant Chloé ouvrant la porte avec la clé et laissant entrer les entrepreneurs. Puis celle où elle leur donnait des instructions pour tout changer. Puis la grande, la vidéo où elle était au téléphone avec mon père. Sa voix a résonné dans les haut-parleurs de la salle d'audience. « Papa, tu devrais voir cet endroit. Pénélope va être tellement choquée. Quand nous emménagerons, la maison sera à nous. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Le visage de Chloé est devenu rouge. Son avocat a baissé les yeux sur ses papiers. Ma mère a arrêté d'acquiescer. « Quand nous emménagerons, la maison sera à nous », a répété Maître Dubois.
Pas quand nous visitons. Pas quand nous l'empruntons. Quand nous emménagerons, Madame Dubois avait toutes les intentions de prendre possession permanente de la propriété de sa sœur. Il a diffusé l'enregistrement audio de notre appel téléphonique où Chloé a exigé 4 200 €. Sa voix semblait agressive et autoritaire. Rien à voir avec la victime en pleurs qu'elle avait prétendu être à la barre. Le jury est parti délibérer. Ça n'a pas pris longtemps. 40 minutes peut-être. Nous déclarons la défenderesse coupable. Chloé a recommencé à pleurer. De vrais pleurs cette fois, pas les larmes de crocodile d'avant. Le juge l'a regardée sans sympathie. Mademoiselle Dubois, vous êtes condamnée à 2 ans de probation. Vous aurez un casier judiciaire. En matière civile, il vous est ordonné de verser 83 000 € de compensation à Mademoiselle Dubois pour les dommages matériels, les frais de justice et le préjudice moral. 83 000 €. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. Maître Dubois avait fait ses recherches sur le coût de toutes les réparations, plus les dommages-intérêts punitifs. Chloé s'est effondrée sur sa chaise. Son avocat lui parlait, mais elle n'écoutait pas. Ma mère sanglotait. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Après le procès, mes parents ont essayé de m'approcher dans le couloir. Je suis passée devant eux sans dire un mot. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu des choses par des parents. Le divorce de Marc a été rapide. Il a obtenu la garde complète des 2 enfants. Chloé a dû vendre sa voiture pour commencer à rembourser la dette. Elle a vendu des bijoux, des meubles, tout ce qui avait de la valeur. Elle a contracté un prêt pour le reste. Elle est retournée vivre chez mes parents parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Mes parents ont dit à tout le monde qu'ils connaissaient que j'avais trahi ma sœur. Ils ont dit que j'étais cruelle et sans cœur. Mais voici ce qu'il en est des petites communautés. La nouvelle se répand. Les gens ont découvert ce qui s'était réellement passé. Ils ont vu les documents judiciaires. Ils ont entendu parler des images de surveillance. Soudain, mes parents n'étaient plus invités à des choses. Les gens de leur église ont cessé de s'asseoir près d'eux. Leurs amis ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Ils avaient soutenu Chloé qui me volait et maintenant ils faisaient face aux conséquences. J'ai supprimé tous les contacts de mon téléphone. Maman, papa, Chloé, tous les proches qui m'avaient traité de sans cœur pour avoir porté plainte. J'en avais fini avec eux tous. 1 mois après la fin du procès, j'ai enfin pu réparer ma maison. J'ai engagé des professionnels pour enlever cet horrible papier peint argenté et installer quelque chose de calme et de beau. J'ai fait restaurer le canapé à son rembourrage d'origine. J'ai repeint le studio d'une couleur crème douce. J'ai réparé les trous de perceuse dans le mur de la cuisine et j'ai retiré ce porte-bouteille bon marché. Quand ce fut fait, la maison était encore plus belle qu'avant. J'ai commencé à y aller la plupart des week-ends. Juste moi. J'ai fait changer les serrures et j'ai obtenu de nouveaux codes de sécurité. J'étais la seule personne à avoir les clés maintenant. La seule personne qui aurait jamais les clés. La semaine dernière, une cousine m'a appelé. Nous étions restés en contact car elle m'avait soutenu pendant tout cela. Elle m'a dit que Chloé vivait dans le grenier de mes parents. Ils l'avaient convertie en chambre pour elle. Elle travaillait 3 emplois pour rembourser le prêt. L'un d'eux était un quart de nuit au supermarché, à ranger les étagères de minuit à 6 heures du matin. 6 mois après le procès, je vivais une vie complètement différente. Ma maison du lac de Provence était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit, un véritable refuge. J'y allais presque tous les week-ends maintenant. Parfois, je peignais dans mon atelier. Parfois, je restais juste assise sur la terrasse à regarder le lac. La maison me semblait à nouveau mienne d'une manière qu'elle n'avait pas auparavant. Le travail allait bien. J'avais obtenu une promotion au poste d'analyste principal. Mon patron avait remarqué que je semblais plus concentrée, plus confiante. Je ne lui ai pas parlé du drame familial. J'ai juste fait mon travail mieux que jamais. J'avais aussi fait de nouveaux amis. Des gens que j'ai rencontrés grâce à un groupe de randonnée au bord du lac. Nous allions ensemble sur les sentiers le samedi matin. Ils ne savaient rien de mon passé. Ils me connaissaient juste comme Pénélope, la femme qui aimait la nature et faisait de mauvaises blagues sur les feuilles de calcul.
Mes parents ont continué à essayer de me joindre pendant les premiers mois après le procès. De longs emails sur la famille et le pardon. Des messages vocaux de ma mère pleurant sur la façon dont j'avais déchiré la famille. Mon père laissant des messages disant que je devrais avoir honte. J'ai tout supprimé sans lire ni écouter. Au bout d'un moment, ils ont cessé d'essayer. La cousine qui m'avait tenu informée m'en a dit plus sur la situation de Chloé. Elle vivait toujours dans le grenier, travaillant toujours 3 emplois. Le quart de nuit au supermarché, un quart de midi dans un restaurant, les week-ends dans un pressing. Elle avait l'air épuisée tout le temps. Les remboursements de prêts mangeaient presque tout ce qu'elle gagnait. Marc s'était déjà remarié. Une femme qu'il avait connue au travail. Les enfants semblaient heureux d'après ce que ma cousine a dit. Ils vivaient dans un beau quartier, et la nouvelle femme de Marc était apparemment très bonne avec eux. Chloé obtenait des visites supervisées tous les 2 week-ends, mais c'était tout. Le casier judiciaire avait détruit toute chance qu'elle avait d'obtenir une véritable garde. La vie sociale de mes parents s'était complètement effondrée. Ma mère avait essayé d'aller à l'épicerie locale et avait rencontré certaines de ses vieilles amies. Elle s'était détournée et était allée dans un autre rayon. Mon père avait été prié de démissionner d'un comité où il siégeait depuis des années. Personne ne voulait être associé à eux. J'ai entendu tout cela par ma cousine, et je ne me sentais pas mal à ce sujet. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient toujours choisi Chloé plutôt que moi. Ils m'avaient dit toute ma vie de lui pardonner, de laisser les choses aller, d'être la personne la plus grande. Eh bien, j'avais été la personne la plus grande pendant 34 ans. J'en avais fini. Ma maison était magnifique maintenant, mieux qu'elle ne l'avait jamais été. J'avais engagé un architecte d'intérieur pour m'aider à tout refaire. La salle à manger avait un élégant papier peint gris doux. Le salon avait mon canapé restauré, plus de nouvelles chaises qui s'accordaient parfaitement. La cuisine avait les trous réparés, et j'avais installé un porte-bouteilles approprié qui avait réellement bonne allure. Mon studio à l'étage était peint de cette couleur crème douce, et j'avais ajouté un meilleur éclairage pour peindre. J'avais également amélioré le système de sécurité. Plus de caméras, de meilleures serrures, un nouveau système d'alarme. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que je voulais me sentir complètement en sécurité. C'était mon espace, mon sanctuaire. Personne ne me le prendrait plus jamais. Le mois dernier, j'étais au supermarché près de mon appartement à Aix-en-Provence. Il était tard, peut-être 22 heures. J'avais besoin de lait et de pain pour le matin. Je marchais dans le rayon des céréales quand je l'ai vue. Chloé. Elle portait un gilet bleu d'employé, rangeant les étagères. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle avait l'air maigre, fatiguée, plus vieille que ses 31 ans. Elle avait ce regard que les gens ont quand ils travaillent trop dur et dorment trop peu. Elle m'a vue en même temps que je l'ai vue. Nous avons toutes les deux figé. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait dire quelque chose, peut-être me crier dessus, peut-être commencer à pleurer, mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé avec ses yeux vides, puis s'est tournée vers ses cartons et a continué à ranger les étagères. J'ai terminé mes courses et je suis partie. En rentrant chez moi, j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Est-ce que je me sentais désolée pour elle? Non. Est-ce que je me sentais coupable? Non. Est-ce que je me sentais satisfaite de la voir comme ça? Pas vraiment. Je ne ressentais juste rien. Elle a essayé de prendre quelque chose qui m'appartenait. Elle avait pensé qu'elle pourrait s'en tirer parce qu'elle l'avait toujours fait auparavant. Elle s'était trompée. Parfois, ma cousine me demandait si je pensais un jour à recontacter ma famille, à essayer de me réconcilier. Je lui donnais toujours la même réponse. Non, ils m'avaient montré qui ils étaient. Chloé m'avait montré qui elle était. Je les croyais. J'avais ma maison au bord du lac. J'avais ma carrière. J'avais mes nouveaux amis qui ne venaient pas avec des décennies de bagages et de ressentiments. J'avais la paix. C'était plus que suffisant. Les gens parlent de la famille comme si c'était tout. Comme si le sang signifiait que vous deviez tout pardonner. Mais j'ai appris quelque chose à travers tout cela.
La famille est censée vous respecter, vous soutenir, ne pas vous voler, ne pas s'attendre à ce que vous sacrifiez tout pendant qu'ils prennent et prennent et prennent. J'avais passé 34 ans à être la personne responsable. Celle qui cédait, celle qui pardonnait. J'en avais fini avec cette version de moi-même. Maintenant, j'étais juste Pénélope. La femme avec la belle maison au bord du lac. L'analyste financière principale. La conteuse de blagues terribles sur les sentiers de randonnée. La personne qui avait appris à fixer des limites et à les respecter. Et je dormais mieux que jamais dans ma vie. Chloé travaillait 3 emplois dans le grenier de mes parents, remboursant une dette qu'elle avait gagnée en essayant de me voler. Mes parents étaient isolés et seuls, faisant face aux conséquences d'avoir toujours choisi la mauvaise fille à soutenir. Et moi, j'étais libre. C'était la fin de tout. C'était mon histoire. Je ne regrettais aucune des décisions que j'avais prises. Ni l'avocat, ni les accusations criminelles, ni de les avoir tous coupées. Certaines personnes pourraient penser que j'étais trop dure, trop impitoyable. Ces gens n'avaient jamais passé toute leur vie à venir en second après une sœur cadette gâtée. J'avais repris ma vie en main. Ma maison, ma tranquillité d'esprit, mon estime de moi. Et je n'abandonnerai plus rien de tout cela.